La maison était muette, mais pleine de douleur. Une femme simple, employée uniquement pour nettoyer, a appris à 3 enfants à prier en silence, et sans le savoir, a touché un cœur qui se pensait impénétrable. Ce jour-là, l'homme le plus puissant de la maison découvrit que l'amour ne s'achète pas, il se cultive. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un like, ça aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. L'ascenseur privé monta les 42 étages de l'immeuble de bureaux le plus imposant de la Défense, à Paris. Marcel observait la ville à travers la vitre blindée, mais ses yeux ne voyaient pas le mouvement des rues. Il ne voyait pas les voitures qui ressemblaient à des fourmis en bas, ni les lumières qui commençaient à s'allumer en cette fin d'après-midi. Ses yeux étaient perdus dans un lieu bien plus lointain, un lieu que les réunions de direction et les rapports financiers ne pouvaient atteindre. Sa secrétaire avait annulé les 3 derniers rendez-vous de la journée. Marcel décida de rentrer chez lui plus tôt, chose qui n'était pas arrivée depuis des mois. En vérité, depuis le départ de Caroline, la maison n'était devenue qu'un endroit où il retournait lorsque la fatigue venait à bout de sa résistance. Un lieu où il dormait quelques heures avant de replonger dans le travail qui le maintenait en vie. Le chauffeur l'attendait déjà dans le garage de l'immeuble. Pendant le trajet sur les avenues embouteillées de Paris, Marcel tenta de se concentrer sur les messages qui arrivaient sans cesse sur son téléphone. Investisseurs internationaux, partenariats stratégiques, décisions qui brassaient des millions. Son entreprise de technologie était devenue l'une des plus puissantes au monde, avec des filiales réparties sur 3 continents. À 41 ans, Marcel avait obtenu tout ce dont il avait rêvé lorsqu'il n'était qu'un jeune programmeur plein d'ambition. Tout sauf ce qui comptait vraiment. Le portail automatique de l'hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine s'ouvrit lentement. La demeure, avec ses 1200 mètres carrés, ses jardins impeccables et sa piscine qui reflétait les premières étoiles de la nuit, semblait être une carte postale parfaite de la réussite. Mais Marcel savait que derrière cette façade impeccable se cachait un vide qu'aucune réussite professionnelle ne parvenait à combler. Il gara la voiture dans le garage et se dirigea vers l'entrée principale. Normalement, à cette heure, les bruits de la maison l'accueillaient comme une symphonie familière. Gabriel, 8 ans, accourait toujours pour lui montrer les dessins qu'il avait faits à l'école. Lucas, 6 ans, le bombardait de questions sur les dinosaures, les voitures et tout ce qui éveillait sa curiosité infinie. Pierre, le Benjamin de 4 ans, était généralement impliqué dans une bêtise qui donnait lieu à des histoires drôles à l'heure du dîner. Mais cet après-midi-là, lorsque Marcel ouvrit la porte, il fut accueilli par quelque chose de complètement différent. Le silence. Un silence si profond qu'il en devenait troublant. Il n'y avait pas de bruit de jouets traînés sur le sol en marbre, ni de voix d'enfants résonnant dans les vastes couloirs. Pas même le son de la télévision allumée dans le salon. Marcel fronça les sourcils et posa sa mallette sur la console de l'entrée. Ses pas résonnèrent dans le hall principal alors qu'il se dirigeait vers le salon. Les fauteuils en cuir italien étaient impeccables, les coussins parfaitement alignés. Aucun signe de la présence habituelle des garçons. Les jouets étaient trop bien rangés, comme si personne n'avait joué avec eux de la journée. Une sensation étrange commença à se former dans la poitrine de Marcel. Depuis la mort de Caroline, 1 an et demi plus tôt, la maison avait subi une transformation progressive. Mais elle n'avait jamais été aussi silencieuse. Les garçons trouvaient toujours un moyen de combler les espaces, vides avec leur présence vibrante, même lorsque la douleur semblait plus grande qu'eux. Il monta les escaliers en marbre menant au 2e étage, où se trouvaient les chambres des enfants. Ses pas résonnaient dans la maison comme les battements d'une horloge marquant le temps de manière douloureuse. La première chambre qu'il vérifia fut celle de Gabriel, l'aîné. Le lit était fait, les livres rangés sur l'étagère, les uniformes scolaires suspendus dans l'armoire. Mais Gabriel n'était pas là. Dans la chambre voisine, celle de Lucas, la même scène se répétait, tout en ordre, tout à sa place, mais aucun signe du garçon qui transformait habituellement cet espace en un laboratoire d'expériences folles avec ses jouets scientifiques. Le cœur de Marcel commença à battre plus vite. Où étaient ses fils? Il se dirigea vers la chambre de Pierre, le Benjamin. La porte était entr'ouverte et il la poussa doucement. Une fois de plus, il ne trouva que le vide organisé d'une chambre qui semblait n'avoir pas été habitée de la journée. C'est alors qu'il entendit
un murmure faible, presque inaudible, venant de quelque part dans la maison. Marcel s'arrêta dans le couloir et tendit l'oreille, essayant d'identifier d'où venait ce son. C'était une voix féminine, parlant d'un ton doux, mais il ne parvenait pas à distinguer les mots. Suivant le son, il redescendit les escaliers et traversa la cuisine gastronomique jusqu'à l'arrière-cuisine. La voix devenait plus claire à mesure qu'il s'approchait. C'était une voix qu'il ne reconnaissait pas, bien qu'il sût qu'il le devrait. Ces derniers mois, tant de nourrices et d'employés étaient passés par la maison qu'il avait cessé d'essayer de mémoriser les noms et les visages. La porte donnant sur le jardin arrière était légèrement ouverte. Marcel s'approcha et, à travers l'entrebâillement, il vit une scène qui le laissa complètement paralysé. Là, dans le petit jardin que Caroline avait conçu avec tant de soin, se trouvaient ses 3 fils. Gabriel, Lucas et Pierre étaient agenouillés sur l'herbe verte, formant un petit cercle. Leurs têtes étaient baissées, les yeux fermés, leurs petites mains jointes. Et à côté d'eux, également agenouillée sur l'herbe, se trouvait une femme que Marcel se souvenait vaguement d'avoir vue dans la maison ces derniers jours. C'était une femme simple, d'apparence la cinquantaine. Les cheveux bruns attachés en un chignon discret, vêtue d'un uniforme bleu marine qui avait connu des jours meilleurs. Dans ses mains, elle tenait un petit chapelet, et ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse. Mais ce qui impressionna le plus Marcel ne fut pas l'image de la prière elle-même, ce fut l'expression sur le visage de ses fils. Gabriel, qui depuis la mort de sa mère était devenu un garçon trop sérieux pour son âge, avait sur le visage une tranquillité que Marcel n'avait pas vue depuis des mois. Ses sourcils n'étaient pas froncés comme d'habitude, et ses épaules ne portaient pas la tension de celui qui se sentait responsable de prendre soin de ses jeunes frères. Lucas, qui était devenu un enfant, silencieux et renfermé après avoir perdu Caroline, était là, présent d'une manière que Marcel avait oublié être possible. Ses petites mains tenaient fermement celles de son jeune frère, et il y avait une sérénité dans sa posture qui contrastait avec l'agitation constante qu'il manifestait ces derniers mois. Pierre, le Benjamin, qui pleurait toutes les nuits en demandant quand maman reviendrait du ciel, était là, les yeux fermés, respirant profondément, comme si pendant quelques instants, il parvenait à trouver la paix à ses questions sans réponse. Et ils étaient tous connectés par cette présence féminine que Marcel connaissait à peine. Idaton, femme qui avait été engagée uniquement pour garder la maison propre, était devenue quelque chose de bien plus grand, de bien plus significatif. Marcel resta immobile derrière la porte, observant cette scène avec un mélange d'émotions qu'il ne parvenait pas à traiter complètement. Une partie de lui se sentait reconnaissante de voir ses fils dans un moment de paix. Une autre partie se sentait coupable de ne pas être celui qui leur procurait ce réconfort. Et il y avait encore une troisième partie plus profonde qui se sentait menacée d'être témoin d'une intimité dont il s'était lui-même exclu. La voix de la femme devint un peu plus audible, et Marcel réussit à capter quelques mots. Elle ne récitait pas des prières apprises par cœur ou ne suivait pas de rituels formels. Elle parlait à Dieu comme on parle à un ami cher, mentionnant chacun des garçons par son nom, demandant protection, santé, et qu'il trouve la force d'aller de l'avant. Seigneur, prenez soin de Gabriel, qui porte un poids bien trop lourd pour ses 8 ans, disait-elle d'une voix pleine de tendresse. Aidez Lucas à retrouver sa voix pour qu'il puisse partager ce qu'il ressent, et serrez Pierre dans vos bras, lui qui cherche encore sa maman dans tous les coins de la maison. Marcel sentit un pincement au cœur en entendant ces mots. Cette femme, dont il ne connaissait même pas le nom avec certitude, connaissait ses fils d'une manière qu'il avait lui-même perdue. Elle voyait au-delà des apparences, au-delà des comportements extérieurs. Elle percevait les besoins les plus profonds de chaque enfant. « Et donnez de la sagesse à leur papa, » continua la femme, « pour qu'il retrouve le chemin vers ses enfants, même avec tant de douleur dans le cœur. » Ces mots frappèrent Marcel comme un coup de poing dans l'estomac. Il s'écarta de la porte, s'adossa au mur de la cuisine et ferma les yeux. Quand était-ce la dernière fois qu'il s'était arrêté pour vraiment parler avec ses fils? Quand était-ce la dernière fois qu'il s'était assis par terre pour jouer avec eux, ou qu'il leur avait lu une histoire avant de dormir? Quand était-ce la dernière fois qu'il avait été vraiment présent, et pas seulement physiquement? Depuis la mort de Caroline, Marcel s'était convaincu que travailler plus, gagner plus d'argent, garantir la meilleure éducation et la
Plus grande sécurité matérielle pour ses fils était sa façon de leur montrer son amour. Il avait engagé les meilleurs médecins, psychologues pour enfants, tuteurs privés. Il avait inscrit les garçons dans l'école la plus réputée de Paris. Il avait acheté tout ce qu'ils demandaient et beaucoup de choses qu'ils ne savaient même pas qu'ils voulaient. Mais il avait oublié le plus fondamental, le plus essentiel. Il avait oublié d'être présent. Il avait oublié que ses fils n'avaient pas besoin de plus de choses. Ils avaient besoin de lui. Le bruit d'une chaise traînée dans la cuisine le ramena à la réalité. Marcel ouvrit les yeux et vit la femme entrer par la porte du jardin, suivie des 3 garçons. Elle s'arrêta en le voyant, légèrement surprise. « Bonsoir, monsieur Marcel, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez arrivé. » Les garçons coururent vers leur père, mais Marcel remarqua une différence dans leur approche. Ce n'était pas la course habituelle, pleine d'énergie et de demande d'attention. C'était une approche plus calme, plus centrée. « Papa, tu es rentré tôt aujourd'hui, » dit Gabriel, avec un sourire sincère que Marcel n'avait pas vu depuis des semaines. « Tati Rosemary nous apprenait à parler avec Dieu, » expliqua Pierre avec la sincérité typique d'un enfant de 4 ans. « Tati Rosemary » demanda Marcel en regardant la femme. « Rosemary, monsieur, Rosemary Fournier » répondit-elle en tendant la main respectueusement. « J'ai été engagée la semaine dernière pour m'occuper du ménage de la maison. » Marcel lui serra la main, remarquant qu'elle était calleuse, celle de quelqu'un qui ne craignait pas le travail acharné. Mais il y avait quelque chose de plus chez cette femme, une présence qui transcendait sa fonction dans la maison. « Papa, Tati Rosemary a fait un gâteau au chocolat, » dit Lucas, prononçant enfin quelque chose de spontané après des semaines de réponses monosyllabiques. Marcel regarda Rosemary avec une interrogation dans les yeux. « J'espère que cela ne vous dérange pas, monsieur, » dit-elle. « Les enfants semblaient avoir besoin de quelque chose de spécial aujourd'hui, et j'ai toujours quelques ingrédients de base avec moi. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui transmettait une assurance naturelle. Ce n'était ni de la servilité, ni une intimité excessive. C'était simplement la présence de quelqu'un qui savait exactement où elle était et pourquoi elle était là. « Je peux voir ce gâteau ?» demanda Marcel, se surprenant lui-même de son intérêt sincère. Les garçons le conduisirent jusqu'à l'îlot de la cuisine, où un gâteau au chocolat simple, mais parfaitement cuit, attendait sur un plat. Ce n'était rien d'élaboré, rien qui puisse rivaliser avec les desserts français que le chef privé préparait habituellement. Mais il y avait quelque chose dans ce gâteau qui réveilla un lointain souvenir dans l'esprit de Marcel. Caroline avait l'habitude de faire des gâteaux simples comme celui-ci quand ils étaient jeunes, mariés, et vivaient encore dans leur petit appartement de Saint-Germain-des-Prés. C'étaient des gâteaux faits avec des ingrédients de base, mais assaisonnés d'amour et partagés dans des moments d'intimité familiale qu'il avait oublié exister. « Je peux goûter ?» demanda Marcel. Gabriel coupa une part généreuse et la tendit à son père. Marcel goûta et sentit la saveur douce et familière du chocolat fait maison. Ce n'était pas le chocolat belge importé qu'il consommait habituellement. C'était du cacao en poudre ordinaire, mélangé avec de la farine de blé et du sucre en poudre. Mais il avait un goût de chez soi qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Il est délicieux, » dit-il, et il se rendit compte qu'il ne mentait pas pour faire plaisir aux enfants. Il était sincèrement honnête. « Tati Rosemary a dit qu'on pourrait l'aider à faire le prochain, » dit Pierre, les yeux brillants d'anticipation. Marcel regarda Rosemary, qui observait l'interaction avec un sourire discret. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait. Ce n'était pas seulement sa capacité à cuisiner ou à nettoyer. C'était la façon dont elle parvenait à créer des moments de normalité dans une maison qui avait oublié ce qu'était la normalité. « Rosemary, dit-il, pourriez-vous rester quelques minutes de plus aujourd'hui? J'aimerais vous parler. »« Bien sûr, monsieur Marcel, » répondit-elle. « Je vais juste finir de ranger la cuisine. » Pendant que Rosemary rangeait les ustensiles qu'elle avait utilisés pour faire le gâteau, Marcel observait ses fils. Ils semblaient différents. Pas complètement transformés, mais certainement plus légers. Gabriel n'avait pas cette expression préoccupée qu'il portait constamment. Lucas fredonnait doucement une chanson que Marcel ne reconnaissait pas. Pierre dessinait sur un papier, concentré, mais sans l'attention qui accompagnait habituellement ses activités. « Les garçons, » dit Marcel, « et si nous allions au salon regarder un film ensemble ?» La suggestion fut accueillie avec enthousiasme,
mais un enthousiasme contenu, comme s'il ne voulait pas briser le climat de tranquillité qui s'était installé dans la maison. Tandis que les enfants se dirigeaient vers le salon, Marcel s'approcha de Rosemary. « Merci », dit-il simplement. « Pour le gâteau ?» demanda-t-elle avec un sourire modeste. « Pour ce que vous avez fait pour eux aujourd'hui », répondit Marcel. « Je ne sais pas trop ce que c'était, mais ça fait des semaines que je n'ai pas vu mes fils comme ça. » Rosemary cessa de s'essuyer les mains sur le torchon et le regarda droit dans les yeux. C'était un regard serein, mais perçant. « Monsieur Marcel, dit-elle, vos fils sont des garçons spéciaux. Ils ont juste besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. » Il y avait quelque chose dans ces mots qui résonna profondément en Marcel, peut-être parce qu'il se sentait lui-même seul depuis longtemps, peut-être parce qu'il réalisait que, dans sa quête pour offrir une sécurité matérielle à ses fils, il avait oublié la sécurité émotionnelle, dont ils avaient le plus besoin. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-il. « J'en ai eu », répondit Rosemary, et quelque chose dans son ton indiqua qu'il y avait une histoire douloureuse derrière cette simple réponse. Marcel n'insista pas. Il avait appris que certaines douleurs doivent être respectées dans leur temps et leur silence. « Eh bien, dit-il, j'espère que vous pourrez continuer à venir ici. Les garçons semblent à l'aise avec vous. »« Ce serait un plaisir, monsieur Marcel, » répondit-elle. « Si vous me permettez, ce sont des enfants qui ont juste besoin de présence, de quelqu'un qui reste, de quelqu'un qui ne s'en va pas quand les choses deviennent difficiles. » De nouveau, les mots de Rosemary frappèrent Marcel de manière inattendue. Combien de personnes étaient sorties de la vie de ses fils au cours de la dernière année et demie? Combien de nourrices, d'employés et même de parents qui ne parvenaient pas à gérer la douleur des enfants et disparaissaient tout simplement? « Bonne nuit, Rosemary, dit-il. « Bonne nuit, monsieur Marcel. À demain. » Marcel la raccompagna jusqu'à la porte, puis se dirigea vers le salon où il trouva ses 3 fils blottis sur le grand canapé, l'attendant. Gabriel avait choisi un film d'animation que tout le monde pouvait regarder ensemble. Pour la première fois depuis de nombreux mois, Marcel s'assit au milieu de ses fils, laissa Pierre s'appuyer sur son bras, Lucas se blottir à ses côtés et Gabriel partager le pop-corn qu'il avait préparé. Pendant qu'ils regardèrent le film, Marcel ne pouvait s'empêcher de penser à la scène qu'il avait vue dans le jardin. Ses fils agenouillés, priant avec une femme qu'il connaissait à peine, mais qui avait réussi d'une manière ou d'une autre, à leur offrir quelque chose que lui, avec tout son argent et ses ressources, n'avait pas réussi à leur donner. La paix. Une paix simple et profonde. Quand le film se termina et que les enfants allèrent dans leur chambre, Marcel resta seul dans le salon, réfléchissant à cette journée qui avait été différente de toutes les autres. Quelque chose avait changé dans cette maison, quelque chose de subtil, mais de significatif. Et pour la première fois depuis la mort de Caroline, Marcel se permit de croire qu'il y avait peut-être un chemin de retour, un chemin qui ne passait pas par les réussites professionnelles ou la sécurité matérielle, un chemin qui passait par la présence, par la constance, par quelqu'un qui choisissait de rester même quand les choses devenaient difficiles. Rosemary Fournier. Une femme simple qui était venue pour nettoyer la maison, mais qui nettoyait peut-être bien plus que les pièces. Peut-être nettoyait-elle les blessures qu'aucun argent au monde ne pouvait guérir. Le lendemain matin arriva avec une odeur différente dans la maison. Marcel descendit à la cuisine plus tôt que d'habitude, mu par une curiosité qu'il ne pouvait expliquer. Il y trouva Rosemary, déjà en train de préparer le petit déjeuner pour les enfants. Ce n'était pas le petit déjeuner élaboré que la cuisinière privée servait habituellement le week-end. C'était quelque chose de plus simple. Des tartines de baguettes grillées, des œufs brouillés, du jus d'orange fraîchement pressé et des fruits coupés en formes amusantes. « Bonjour, monsieur Marcel », salua Rosemary, sans interrompre ce qu'elle faisait. Les enfants se sont réveillés en demandant à aider pour le petit déjeuner. « J'espère que cela ne vous dérange pas. » Marcel regarda autour de lui et vit Gabriel, debout sur un tabouret, remuant les œufs dans la poêle avec un soin redoublé. Lucas était à côté de l'évier, lavant les fruits que Pierre triait dans une corbeille colorée. C'était une scène si commune, si naturelle, que pendant un instant, Marcel oublia qu'il était dans sa propre maison. « Papa, regarde comme je sais brouiller les œufs », dit Gabriel avec une fierté sincère. « Et moi, je lave les pommes exactement comme Tati Rosemary m'a appris », ajouta Lucas, montrant chaque fruit comme un trophée.
Pierre courut vers son père avec une banane à la main. « Papa, tu veux une banane ?» Tati Rosemary a dit que la banane donne de la force pour travailler. Marcel s'assit à l'îlot de la cuisine, observant ses fils accomplir des tâches simples avec une concentration et une joie qu'il n'avait pas vues depuis longtemps. Il y avait quelque chose de thérapeutique dans ces gestes basiques, dans la façon dont ils s'entraidaient, dans la manière dont Rosemary les guidait sans hâte, sans irritation. « Depuis quelle heure êtes-vous réveillé ?» demanda Marcel. « Tati Rosemary est arrivée très tôt, » expliqua Gabriel. « Elle a dit qu'elle voulait finir de ranger la maison avant qu'on se réveille, mais nous sommes descendus et nous avons demandé à l'aider. »« Ils sont très dévoués, » dit Rosemary avec un sourire, « et ils ont soif d'apprendre. Ils ont juste besoin de quelqu'un de patient pour leur enseigner. » Marcel prit le café préparé par ses propres fils, et de nouveau, il eut cette étrange sensation de familiarité. Le goût était simple, mais il avait une saveur spéciale qui venait du soin, de l'attention, de l'amour impliqué dans la préparation. Après le petit déjeuner, les enfants se dirigèrent vers le salon pour jouer, et Marcel en profita pour discuter davantage avec Rosemary. « Je peux vous demander d'où vous venez ?» questionna-t-il. « De l'Auvergne, monsieur, d'un petit village près de Clermont-Ferrand, » répondit-elle en continuant à faire la vaisselle. « Je suis venu à Paris il y a quelques années pour trouver du travail. »« Et votre famille, elle est restée là-bas ?» Rosemary s'arrêta un instant, ses mains immobiles dans l'eau de l'évier. « Ma mère y vit encore. C'est elle qui s'occupe de la maison qui appartenait à mon mari. »« Appartenait ?» demanda Marcel, réalisant immédiatement qu'il avait touché un sujet sensible. « Il est parti il y a 3 ans, » dit simplement Rosemary. « Un cancer. Ça a été très rapide. » Marcel sentit sa poitrine se serrer. Il connaissait cette douleur, ce vide soudain qui s'installe lorsque la personne que nous aimons n'est tout simplement plus là. « Je suis désolé, » dit-il, et ses mots portaient une sincérité qui venait de sa propre expérience de la perte. « Merci, » répondit Rosemary. « C'était difficile au début, surtout parce que j'ai laissé derrière moi 2 enfants qui étaient presque adultes, mais ils ont compris que j'avais besoin de recommencer loin des souvenirs. »« Vous avez des enfants ?» demanda Marcel surpris. « Oui. Rachel, 22 ans, qui termine ses études de pédagogie, et Jean, 20 ans, qui travaille dans un garage en ville. Ce sont de bons garçons. » Marcel resta silencieux, assimilant ces informations. Rosemary avait laissé ses propres enfants pour travailler en s'occupant des enfants des autres. Elle avait abandonné sa terre natale, ses souvenirs, son histoire, pour reconstruire sa vie dans une métropole où elle n'était qu'une parmi des millions. « Ça doit être difficile d'être loin d'eux, » dit-il. « Ça l'est, » admit Rosemary. « Mais parfois la douleur du manque est moins forte que la douleur de rester là où tout vous rappelle la personne qui est partie. Et en plus, j'ai découvert que prendre soin des autres est ma vocation, peu importe de qui je m'occupe. L'amour que je donne me revient toujours d'une manière ou d'une autre. » Les paroles de Rosemary résonnèrent dans l'esprit de Marcel tout le reste de la journée. Même au bureau, pendant les réunions de direction et les téléconférences internationales, il se surprenait à penser à la simplicité de cette femme qui avait tout laissé derrière elle pour recommencer et qui s'occupait maintenant de ses fils comme s'ils étaient les siens. En fin d'après-midi, lorsqu'il rentra chez lui, il fut accueilli par une scène qui deviendrait une routine dans les jours à venir. Les enfants étaient dans le jardin avec Rosemary, non seulement en train de jouer, mais d'apprendre. Gabriel plantait des plants de laitue dans un petit carré potager qu'elle avait improvisé. Lucas observait un ver de terre avec une loupe, fasciné par les explications que Rosemary donnait sur l'importance de ces petits animaux pour la terre. Pierre dessinait dans un cahier, copiant les fleurs qu'il voyait autour de lui. « Papa, regarde ce que j'ai planté !» cria Gabriel dès qu'il vit Marcel s'approcher. « Dans quelques semaines, on pourra manger de la salade de notre propre potager », expliqua Lucas avec enthousiasme. « Et j'ai dessiné une rose comme celle du jardin de mamie », dit Pierre, montrant un dessin coloré et plein de détails pour un enfant de 4 ans. Marcel s'agenouilla au milieu de ses fils, observant chaque découverte, chaque apprentissage. Il y avait tant de connaissances partagées là, de manière si naturelle, si organique. « Tati Rosemary sait beaucoup de choses », dit Gabriel. « Elle a dit que sa grand-mère lui avait tout appris quand elle était petite. Et que maintenant, elle nous l'apprend, comme sa grand-mère le faisait, » compléta Lucas.
Marcel regarda Rosemary, qui observait l'interaction avec ce sourire serein qui lui devenait familier. « Ils apprennent vite, dit-elle, et ils ont une curiosité naturelle qui a besoin d'être nourrie. » Ce soir-là, pendant le dîner, Marcel remarqua comment la dynamique de la maison avait subtilement changé. Les enfants parlaient un peu plus, partageaient les découvertes de la journée, posaient des questions sur le monde qui les entourait. Rosemary avait établi de petites routines qui apportaient de la structure sans rigidité, du soin sans étouffement. « Tati Rosemary, demain tu pourras nous apprendre à faire du pain ?» demanda Pierre. « Si votre papa le permet, » répondit-elle en regardant Marcel. « Bien sûr, dit-il, mais il n'est pas nécessaire de m'appeler Monsieur Marcel tout le temps. Vous pouvez m'appeler simplement Marcel. » Rosemary sourit. « Merci, Marcel. » Il y avait quelque chose de libérateur dans cette simplicité, dans cette rupture des formalités inutiles. Marcel commençait à comprendre que Rosemary n'était pas seulement une employée, c'était quelqu'un qui était devenu partie intégrante de leur vie de manière organique, naturelle. Après que les enfants se soient endormis, Marcel et Rosemary s'assirent sur la terrasse de la maison, observant le jardin illuminé par les lumières extérieures. « Je peux vous poser une question personnelle ?» dit Marcel. « Bien sûr. »« Pourquoi faites-vous tout cela? Allez au-delà de ce pourquoi vous avez été engagé. » Rosemary resta silencieuse quelques instants, comme si elle cherchait les mots justes. « Quand mon mari est mort, dit-elle finalement, je me suis sentie complètement perdue. Je ne savais plus qui j'étais sans lui. Mes enfants étaient déjà grands, indépendants. Je me suis sentie inutile, sans but. » Elle fit une pause, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. « Je suis venue à Paris en pensant que ce serait juste un nouveau départ professionnel. Mais quand j'ai commencé à travailler dans des maisons où il y avait des enfants, j'ai découvert qu'ils me rendaient quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Le sentiment d'être utile, d'être importante. J'ai découvert que ma douleur pouvait se transformer en soin pour d'autres personnes qui souffraient aussi. » Marcel écouta chaque mot avec attention, y reconnaissant des échos de ses propres sentiments. « Vos fils, » continua Rosemary, « traversent la même chose que moi. Ils ont perdu quelqu'un de très important et essaient de comprendre comment continuer à vivre sans cette personne. La différence, c'est qu'ils sont trop petits pour gérer ça tout seuls. Et vous savez comment les aider parce que vous avez vécu la même chose, » conclut Marcel. « Exactement. Ce n'est pas de la pitié ou de la compassion. C'est de la reconnaissance. C'est une douleur qui parle à une autre douleur et qui trouve des moyens de guérir. » Marcel sentit un nœud dans sa gorge. Depuis des mois, il cherchait des réponses dans des livres de psychologie infantile, dans des consultations avec des spécialistes, chez des thérapeutes qui facturaient des fortunes de l'heure. Mais une femme simple de l'Auvergne avait réussi, en quelques jours, à établir une connexion authentique avec ses fils. « Et comment faites-vous » demanda-t-il. « Comment parvenez-vous à les atteindre d'une manière que je n'arrive pas ?»« La présence » répondit Rosemary sans hésiter. « Une présence véritable. Ce n'est pas être dans le même espace, c'est être émotionnellement disponible. C'est les regarder dans les yeux quand ils parlent. C'est écouter non seulement les mots, mais ce qu'ils essaient de communiquer derrière les mots. »« Je travaille beaucoup, » dit Marcel comme pour s'excuser. « Je sais, et ils le savent aussi. Mais le travail n'est pas de l'amour, Marcel. Le succès n'est pas de l'amour. La sécurité matérielle n'est pas de l'amour. L'amour, c'est du temps. L'amour, c'est de l'attention. L'amour, c'est choisir de rester quand il serait plus facile de partir. » Les paroles de Rosemary touchèrent profondément le cœur de Marcel. Il savait qu'elle avait raison. Il s'était convaincu qu'en travaillant plus, en accomplissant plus, en gagnant plus, il démontrait son amour pour ses fils. Mais en réalité, il ne faisait que fuir la douleur de devoir gérer sa propre perte et le défi d'être émotionnellement présent pour les garçons. « Je ne sais pas si je sais faire ça, » admit-il, « être présent de cette manière. »« Personne ne naît en le sachant, » dit Rosemary gentiment, « mais ça s'apprend. Vos fils sont d'excellents professeurs. Ils ont juste besoin que vous ayez envie d'apprendre. » Les jours suivants, Marcel commença à mettre en place de petits changements dans sa routine. Il rentrait plutôt au moins 3 fois par semaine. Il dînait avec les enfants au lieu de s'enfermer dans son bureau avec du travail. Il participait aux activités que Rosemary proposait, même s'il se sentait maladroit au début. Un jeudi, il rentra à la maison
et trouva les garçons dans la cuisine, couverts de farine de la tête aux pieds, essayant de faire du pain avec Rosemary. La cuisine semblait avoir été frappée par une tornade, mais les rires qui résonnèrent dans la pièce valaient tout le désordre. « Papa, il faut que tu pétrisses la pâte !» cria Pierre, tendant ses petites mains pleines de pâte collante. Marcel regarda son costume italien, puis la farine éparpillée partout, et prit une décision. Il enleva sa veste, retroussa les manches de sa chemise et se joignit au désordre. Pendant 2 heures, il pétrit la pâte, rit des bêtises de ses fils, écouta leurs histoires de la journée, participa activement à leur vie. Quand les pains furent prêts et la cuisine nettoyée, Marcel réalisa qu'il avait vécu l'un des après-midi les plus heureux depuis la mort de Caroline. « Comment vous sentez-vous » demanda Rosemary pendant qu'ils rangèrent les ustensiles. « Différent » répondit Marcel. « Plus léger, d'une certaine manière. »« C'est comme ça qu'ils se sentent tous les jours quand vous participez à leur vie, » dit-elle. « C'est ce qu'ils veulent de vous. Pas des cadeaux chers ou des voyages internationaux. Ils veulent votre présence. » Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, Marcel se rendit compte que Rosemary était devenue bien plus qu'une employée. Elle était devenue un pont entre lui et ses propres fils, un exemple vivant de la façon dont il est possible de transformer la douleur en soin, la perte en amour. Mais il réalisa aussi quelque chose qui l'inquiéta. Il avait commencé à dépendre de cette présence. Ses fils s'étaient attachés à Rosemary d'une manière qui, bien que belle, était aussi préoccupante. Et si elle décidait de partir? Et si elle trouvait quelque chose de mieux? Et si sa mère tombait malade et qu'elle devait retourner en Auvergne? Ces questions le tinrent éveillé cette nuit-là, mais le lendemain, en descendant pour le petit déjeuner et en retrouvant cette scène d'harmonie domestique, il décida que le risque en valait la peine, que la confiance en valait la peine, qu'il valait la peine de se permettre de croire que certaines personnes arrivent dans notre vie au bon moment, de la bonne manière, pour nous enseigner exactement ce que nous avons besoin d'apprendre. Rosemary Fournier était arrivée pour nettoyer la maison. Mais elle nettoyait bien plus que les meubles et les sols. Elle nettoyait les blessures, guérissait les cicatrices, reconstruisait des ponts qui semblaient définitivement brisés. Et pour la première fois, depuis la mort de Caroline, Marcel commença à croire qu'il était possible de redevenir une famille. Une famille différente de celle qu'ils avaient avant, mais une famille tout de même, unie non seulement par le sang ou les circonstances, mais par l'amour quotidien, par la présence constante, par le choix quotidien de rester et de prendre soin les uns des autres. Les semaines suivantes se déroulèrent comme un beau rêve dont Marcel ne voulait pas se réveiller. La maison s'était transformée en un véritable foyer. Les couloirs autrefois silencieux résonnaient maintenant de rires sincères. La cuisine, qui pendant des mois n'avait été qu'un espace fonctionnel, était devenue le cœur de la maison, où de petits miracles quotidiens se produisaient. Gabriel était devenu un petit jardinier, s'occupant des plants qu'il avait semés avec Rosemary, avec le dévouement d'un scientifique. Lucas découvrit sa passion pour la cuisine et passait des heures à planifier des recettes qu'il pouvait réaliser le week-end. Pierre, le Benjamin, prit l'habitude de se lever tôt pour aider Rosemary au petit déjeuner, fredonnant des chansons qu'elle lui avait apprises. Marcel, de son côté, apprenait un nouveau langage, celui de la présence. Il commença à rentrer plus tôt, non par obligation, mais par un désir sincère de participer à la vie de ses fils. Il découvrit qu'écouter les aventures de la journée d'un enfant de 6 ans pouvait être aussi captivant qu'une réunion de direction. Il apprit qu'aider aux devoirs n'était pas seulement une supervision, mais une occasion de comprendre comment ses fils pensaient, rêvaient, appréhendaient le monde. Mais toute transformation rencontre une résistance, et la résistance arriva sous la forme d'Hélène Lefebvre-Dubois, la mère de Marcel. Hélène était une femme de 65 ans, élégante, habituée aux cercles sociaux les plus raffinés de Paris. Veuve depuis 10 ans, elle avait consacré sa vie à maintenir le prestige de la famille Lefebvre-Dubois et à s'assurer que les traditions soient préservées. Pour Hélène, chaque choix était un reflet du statut familial, chaque décision une déclaration publique sur qui ils étaient dans la société. Elle avait été une belle-mère exigeante avec Caroline, trouvant toujours des manières subtiles de critiquer les choix de sa belle-fille. Quand Caroline mourut, Hélène assuma naturellement le rôle de superviseur de l'éducation de ses petits-fils, visitant la maison régulièrement et donnant son avis sur tout.
de l'école qu'il fréquentait aux vêtements qu'il portait. Un jeudi matin, Hélène arriva à la maison sans prévenir, comme à son habitude. Marcel était au bureau, mais les enfants étaient à la maison car l'école avait annulé les cours en raison d'un problème de plomberie. Rosemary était avec les garçons dans le salon, aidant Gabriel avec un projet de science, tandis que Lucas et Pierre dessinaient un parterre. « Bonjour », dit Hélène, entrant dans le salon avec l'autorité de celle qui se sentait propriétaire des lieux. « Mamie Hélène !» crièrent les enfants en chœur, courant pour l'embrasser. Rosemary se leva immédiatement, lissant son uniforme et essayant d'organiser rapidement le matériel éparpillé sur le sol. « Bonjour, madame !» salua respectueusement Rosemary. Hélène observa la scène d'un œil critique. Le matériel de bricolage éparpillé dans le salon, les enfants avec les vêtements légèrement tachés de peinture, l'ambiance décontractée qui contrastait avec la formalité qu'elle jugeait appropriée. « Et vous êtes » demanda Hélène, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Rosemary Fournier, madame. Je travaille ici, je m'occupe de la maison et des enfants. »« Je vois », dit Hélène d'un ton qui en disait plus que les mots. Pendant sa visite, Hélène observa chaque interaction entre Rosemary et les enfants. Elle remarqua la familiarité avec laquelle il s'adressait à elle, l'appelant « Tati Rosemary ». Elle perçut la naturalité avec laquelle Rosemary participait au jeu, la façon dont les enfants cherchaient son approbation pour leur petite réussite, la manière dont ils se blottissaient près d'elle pendant l'histoire qu'elle leur lisait. Quand Marcel rentra du travail, il trouva sa mère dans le salon, buvant un thé, tout en observant les enfants jouer dans le jardin avec Rosemary. « Maman, quelle bonne surprise !» dit-il en embrassant Hélène sur la joue. « Comment vas-tu ?»« Inquiète, » répondit-elle, directement. « Inquiète de quoi ?» Hélène désigna discrètement le jardin où Rosemary apprenait à Pierre à planter des graines de tournesol. « De ça, Marcel, de cette situation qui s'est installée ici. » « Quelle situation ? Tu ne vois pas ? Cette femme prend un rôle qui n'est pas le sien. Les enfants s'attachant trop. Ils créent une dépendance émotionnelle inappropriée. » Marcel sentit une irritation immédiate, mais tenta de garder son calme. « Maman, Rosemary est une excellente professionnelle. Les enfants vont bien, ils sont heureux. »« Marcel, je t'ai élevé. Je sais. Reconnaître quand quelque chose n'est pas adapté à notre rang, » l'interrompit Hélène. Cette femme n'a pas la formation adéquate pour s'occuper d'enfants. Elle n'a pas les références appropriées. Nous ne connaissons pas son histoire, sa famille, ses antécédents. Je les connais, dit Marcel fermement. Je connais tout ce que j'ai besoin de connaître. Tu les connais ? Hélène haussa un sourcil sceptique. Tu connais son casier judiciaire ? Tu sais si elle a des addictions ? Si elle a des problèmes financiers qui pourraient compromettre la sécurité des enfants ? Tu sais si elle n'utilise pas sa proximité avec toi pour obtenir des avantages ? Maman, tu exagères. Je suis réaliste, répliqua Hélène. Marcel, tu es émotionnellement vulnérable. Il est naturel que tu t'attaches à la première personne qui montre de l'attention à tes enfants. Mais tu dois penser avec ta raison, pas avec ton cœur. Hélène se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le jardin. « Regarde-les, dit-elle. Vois comme tes fils regardent cette femme. Ils remplacent le souvenir de leur mère par cette employée. Ils ne remplacent que personne, dit Marcel sentant la colère monter en lui. Non, Pierre m'a appelé Mamie Hélène aujourd'hui. Tu sais depuis combien de temps il ne l'avait pas fait? Il m'appelait toujours juste Mamie. Mais maintenant, il doit me différencier de Tati Rosemary, n'est-ce pas? Elle occupe un espace qui n'est pas le sien. Marcel resta silencieux, observant ses fils dans le jardin. Hélène avait touché un point sensible. Lui-même avait remarqué comment les enfants se référaient à Rosemary avec une intimité qui le dérangeait parfois. Non par jalousie, mais par une insécurité qu'il ne parvenait pas à nommer. De plus, continua Hélène, quel exemple leur donnes-tu? Que n'importe qui peut entrer dans notre famille sans critères, sans standards. Gabriel grandit, Marcel. Bientôt, il se demandera pourquoi une employée de maison a autorité sur lui. Comment vas-tu expliquer cette confusion des hiérarchies? Ce n'est pas une confusion, dit Marcel, mais sa voix était moins ferme. Marcel, je comprends que tu souffres. Je comprends que tu aies besoin d'aide avec les enfants. Mais il y a des manières appropriées de le faire. Nous pouvons engager une gouvernante qualifiée, avec une formation en pédagogie ou en psychologie.
quelqu'un qui comprend les protocoles adéquats pour une famille de notre position. Hélène s'approcha de son fils et posa la main sur son épaule. « Mon fils, tu confonds gratitude et besoin. Tu confonds commodité et pertinence. Cette femme est peut-être très bonne dans ce qu'elle fait, mais elle n'est pas appropriée pour l'éducation de mes petits-fils. » Marcel s'assit lourdement dans le fauteuil, sentant le poids des paroles de sa mère. Une partie de lui reconnaissait qu'il y avait une part de vérité dans ce qu'elle disait. Rosemary était devenue bien plus qu'une employée, et peut-être que ce n'était pas entièrement sain. « Que suggères-tu » demanda-t-il, bien qu'il craigne déjà la réponse. « Que tu sois un père responsable et que tu prennes une décision mature, » répondit Hélène. « Congédie cette femme respectueusement et cherchons quelqu'un d'adéquat pour s'occuper des enfants. Quelqu'un avec une formation, des références, un passé compatible avec notre famille. » Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis et que Rosemary soit partie, Marcel resta seul avec ses doutes. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit, se mêlant à la culpabilité et à l'incertitude qu'il portait depuis la mort de Caroline. Était-il irresponsable? Son manque affectif compromettait-il son jugement? Exposait-il ses fils à des risques inutiles en faisant confiance à quelqu'un qu'il connaissait depuis si peu de temps? Le lendemain matin, Marcel se réveilla avec une décision qui lui donnait la nausée, mais que sa raison insistait être la bonne. Il attendit que les enfants partent à l'école et appela Rosemary pour discuter. « Rosemary, j'ai besoin de vous parler, » dit-il, remarquant comment elle perçut immédiatement la gravité de son ton. « Bien sûr, Marcel. Il s'est passé quelque chose. » Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour les mots qu'il ne voulait pas prononcer. « Je dois repenser notre situation ici, » commença-t-il. « Les enfants se sont beaucoup attachés à vous, plus qu'ils ne seraient appropriés. » Rosemary resta immobile, mais Marcel vit quelque chose s'éteindre dans ses yeux. « Je comprends, » dit-elle simplement. « Ce n'est rien que vous ayez fait de mal, » s'empressa d'expliquer Marcel. « Vous êtes merveilleuse avec eux, c'est juste que j'ai peut-être laissé les choses aller trop loin. »« Ah, trop loin ?» répéta Rosemary, et il y avait une profonde tristesse dans sa voix. « Les enfants doivent comprendre les hiérarchies, les limites. Ils doivent apprendre que tout le monde ne reste pas pour toujours. Je ne peux pas créer des attentes irréalistes. » Rosemary hocha lentement la tête, absorbant chaque mot comme des coups physiques. « Quand souhaiteriez-vous que je parte ?» demanda-t-elle, revenant au vouvoiement. « À la fin de la semaine, » dit Marcel, détestant chaque mot qui sortait de sa bouche. « Et les enfants? Comment allez-vous leur expliquer ?» Marcel n'y avait pas pensé. En fait, il avait essayé de ne pas penser à la réaction de Gabriel, Lucas et Pierre au départ de Rosemary. « Je trouverai un moyen, » dit-il, sans conviction. Rosemary se leva, lissa son uniforme avec des mains qui tremblaient légèrement. « Marcel, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux, « je peux vous donner un conseil ?» Il hocha la tête. « Ne laissez pas la peur d'être blessé vous empêcher d'aimer, ni vous, ni vos fils. » Et sur ces mots, elle se retira pour terminer sa dernière journée de travail. Pendant le reste de la semaine, Marcel observa un changement progressif dans le comportement des enfants. Il semblait sentir que quelque chose était différent, bien que Rosemary maintint sa routine normale. Il y avait une tension dans l'air, le sentiment que quelque chose d'important était sur le point d'être perdu. Gabriel, le plus observateur, fut le premier à poser des questions. « Papa, Tati Rosemary est triste pour quelque chose ?» demanda-t-il pendant le dîner du jeudi. « Pourquoi penses-tu ça ?» demanda Marcel, essayant de garder une voix décontractée. « Elle a moins souri aujourd'hui, et elle a moins chanté de chansons. » Lucas acquiesça. « Et elle nous a serrés dans ses bras plus souvent que d'habitude, comme si elle nous disait au revoir. » Pierre, avec l'intuition typique des jeunes enfants, alla droit au but. « Tati Rosemary va partir, papa ?» Marcel sentit le monde s'effondrer en voyant les yeux de ses trois fils fixés sur lui, attendant une réponse qu'il ne savait pas comment donner. « Parfois, les gens doivent suivre d'autres chemins, » dit-il piteusement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Gabriel repoussa son assiette, perdant complètement l'appétit. Lucas commença à jouer nerveusement avec sa serviette. Pierre se mit simplement à pleurer. « Je ne veux pas qu'elle parte, » dit Pierre entre deux sanglots. « Elle fait partie de notre famille. »« Non, ce n'est pas le cas, » dit Marcel, plus durement qu'il ne l'aurait voulu. « Rosemary est une employée.
Et les employés ne restent pas pour toujours. Gabriel regarda son père avec une expression de chagrin que Marcel n'oublierait jamais. « Comme maman n'est pas restée pour toujours ?» demanda le garçon de 8 ans. La question frappa Marcel comme une balle. Il réalisa trop tard qu'en retirant Rosemary de la vie de ses fils, il répétait le schéma de perte qu'il craignait tant. Il confirmait que les personnes qu'ils aimaient disparaissaient simplement, sans explication adéquate, ne laissant que le vide et la confusion. Le vendredi, dernier jour de Rosemary à la maison, elle se leva plus tôt que d'habitude et prépara un petit déjeuner spécial pour les enfants. Des crêpes en forme de cœur, du jus d'orange avec de petits parasols en papier, des fruits coupés en formes amusantes. Quand les enfants descendirent et virent la table, ils surent immédiatement que c'était un adieu. Gabriel s'approcha de Rosemary et, avec le sérieux d'un adulte, demanda « Tu vas revenir ?» Rosemary s'agenouilla à sa hauteur, le regardant droit dans les yeux. « Je vous emporterai dans mon cœur où que j'aille, » dit-elle, « et vous pourrez toujours me retrouver dans les choses que nous avons apprises ensemble, dans le potager que nous avons planté, dans les recettes que nous avons cuisinées, dans les histoires que je vous ai racontées. » Lucas et Pierre se joignirent à l'étreinte, et les 4 restèrent là, enlacés dans la cuisine, essayant de capturer un moment qu'ils savaient toucher à sa fin. Marcel observait de loin, se sentant à la fois un monstre et un père responsable. Faisait-il la bonne chose pour les mauvaises raisons ou la mauvaise chose pour les bonnes raisons? Il ne savait plus. Quand l'heure du départ de Rosemary arriva, elle laissa de petits mots sur les oreillers des enfants, des mots d'amour, d'encouragement et la promesse que le véritable amour ne disparaît jamais complètement. Et elle sortit par la porte d'entrée, n'emportant qu'une petite valise et la certitude qu'elle laissait derrière elle 3 enfants qu'elle avait appris à aimer comme les siens, et un homme qui commettait l'erreur de sa vie par peur d'en commettre une encore plus grande. Le lundi arriva comme un jour gris, lourd de regrets. La maison se réveilla différente, comme si même les murs ressentaient l'absence de Rosemary. Le petit déjeuner fut silencieux, servi par la nouvelle employée qu'Hélène avait trouvée en un temps record, une femme efficace, avec un CV impeccable et des références qui satisfaisaient tous les critères de la haute société parisienne. Mais elle ne savait pas que Gabriel aimait ses œufs brouillés avec une pincée d'origan. Elle ne savait pas que Lucas avait besoin d'exactement 4 glaçons dans son jus d'orange. Elle ne savait pas que Pierre mangeait mieux quand la nourriture était servie dans des assiettes colorées. Et surtout, elle ne savait pas comment combler le vide émotionnel qui s'était installé dans cette maison. Gabriel refusa de prendre son petit déjeuner. Il s'assit à table, regarda son assiette parfaitement arrangée et dit simplement qu'il n'avait pas faim. Lucas mangea en silence, mécaniquement, comme si la nourriture n'avait pas de goût. Pierre demanda 3 fois où était Tati Rosemary, et à chaque « elle ne travaille plus ici » qu'il entendait, ses yeux se remplissaient davantage de larmes. Marcel observait tout cela avec un poids sur le cœur qui grandissait à chaque minute. Il tenta d'encourager les enfants en parlant du week-end, de sorties qu'ils pourraient faire, de cadeaux qu'ils pourraient acheter. Mais les réponses étaient monosyllabiques, les regards lointains. Quand les enfants partirent pour l'école, Marcel resta seul avec ses pensées. La maison était impeccable, la nouvelle employée était extrêmement compétente. Mais il y avait une froidure dans l'air, une absence de vie qu'il ne pouvait ignorer. Au bureau, il tenta de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait constamment à la maison. Comment allaient les enfants à l'école? Comment avaient-ils dormi la nuit précédente? Gabriel avait-il trouvé le mot de Rosemary? Pierre avait-il cessé de la chercher dans les couloirs? Hélène apparut à l'entreprise dans l'après-midi, avec ce sourire satisfait de celle qui avait résolu un problème important. « Comment se comportent les enfants avec la nouvelle employée ?» demanda-t-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face du bureau de Marcel. « Bien, mentit-il, je t'avais dit que ce serait mieux ainsi. Marguerite a 15 ans d'expérience avec des familles de premier plan. Elle parle 3 langues, a un diplôme de secourisme, sait conduire. C'est exactement ce dont vous avez besoin. » Marcel hocha la tête, mais ses mots sortaient sans conviction. « Oui, elle semble compétente. » « Marcel, tu as pris la bonne décision, » dit Hélène, percevant l'hésitation de son fils. « D'ici quelques semaines, les enfants ne se souviendront même plus de cette situation précédente. » Mais Hélène avait tort.
Les enfants n'oublièrent pas. Dans les semaines qui suivirent, ils semblèrent flétrir comme des plantes sans eau. Gabriel retrouva cette expression trop sérieuse pour son âge. Lucas retourna au silence qui avait caractérisé les premiers mois après la mort de sa mère. Pierre prit l'habitude de se cacher sous la table de la cuisine, comme s'il cherchait quelqu'un qu'il ne parvenait pas à trouver. Le potager que Rosemary avait aidé Gabriel à planter commença à se faner par manque de soins. Le cahier de recettes que Lucas avait commencé fut abandonné dans un tiroir. Pierre arrêta de dessiner et recommença à faire pipi au lit, un comportement qu'il avait surmonté des mois auparavant. Marcel tentait de compenser l'absence en étant plus présent, mais il se rendait compte que sa seule présence ne suffisait pas. Il y avait un type de soins spécifique que Rosemary offrait, une manière particulière d'aimer qu'il ne parvenait pas à reproduire, malgré tous ses efforts. Un matin, 3 semaines après le départ de Rosemary, Marcel descendit pour le petit déjeuner et trouva Pierre assis seul dans la cuisine, tenant l'un des dessins qu'il avait fait pour Rosemary. « Papa », dit le garçon de 4 ans avec un sérieux qui brisa le cœur de Marcel, « pourquoi les gens qu'on aime s'en vont toujours ?» La question résonna dans la cuisine comme un cri de douleur. Marcel s'agenouilla à la hauteur de son fils, le regardant droit dans ses yeux embués. « Tous les gens ne s'en vont pas, mon fils. »« Maman est partie, » dit Pierre. « Tati Rosemary est partie. Qui sera le prochain ?» À cet instant, Marcel comprit pleinement l'erreur qu'il avait commise. En retirant Rosemary de la vie de ses fils par peur qu'ils ne s'attachent trop, il avait confirmé leur plus grande crainte, que l'amour est temporaire, que les personnes importantes partent toujours sans explication adéquate. Gabriel apparut dans la cuisine à ce moment-là encore en pyjama, les yeux gonflés de quelqu'un qui avait pleuré pendant la nuit. « Papa, » dit-il, « j'ai rêvé de Tati Rosemary hier. Elle était dans le jardin, elle s'occupait du potager en chantant cette chanson qu'elle chantait toujours. » Lucas descendit peu après, également abattu, portant le cahier de recettes qu'il avait abandonné. « Papa, tu penses que Tati Rosemary va bien ?» demanda Lucas. « Tu penses qu'elle a trouvé une autre famille dont elle s'occupe ?» L'idée de Rosemary s'occupant d'autres enfants, offrant à d'autres l'amour dont ses fils avaient tant besoin, fut comme un coup de poignard dans le cœur de Marcel. « Papa, » dit Gabriel avec cette maturité précoce qu'il avait développée depuis la mort de sa mère, « tu as renvoyé Tati Rosemary parce qu'elle n'était pas assez importante pour notre famille ?»« Non, » dit Marcel rapidement, « ce n'était pas pour ça. »« Alors c'était pourquoi ?» insista Gabriel. « Elle a fait quelque chose de mal. Elle nous a fait du mal d'une manière ou d'une autre. » Marcel regarda ses 3 fils, tous là dans la cuisine, attendant une explication qu'il ne savait pas comment donner. Comment expliquer qu'il avait renvoyé la personne qui leur avait offert le plus d'amour ces dernières années à cause de pression sociale? Comment expliquer qu'il avait choisi ce qui était approprié au lieu de ce qui était nécessaire? « Elle n'a rien fait de mal, » admit-il finalement. « Absolument rien. »« Alors pourquoi elle ne peut pas revenir ?» demanda Pierre avec la logique simple d'un enfant. Marcel resta silencieux un long moment. Puis il regarda ses 3 fils et prit une décision qui allait tout changer. « Vous voulez qu'elle revienne ?» demanda-t-il. Les 3 répondirent simultanément, avec plus d'énergie qu'ils n'en avaient montré depuis des semaines. « Oui. »« Alors, allons la chercher, » dit Marcel. L'heure qui suivit fut une course effrénée. Marcel annula tous ses rendez-vous de la journée, demanda à sa secrétaire de reporter les réunions de la semaine. Pendant que les enfants se préparaient, il appela l'agence qui avait engagé Rosemary, essayant d'obtenir des informations sur où elle se trouvait. « Monsieur, l'employé n'a pas encore trouvé de nouveau poste, » informa l'opératrice. « Elle est retournée dans sa ville natale, en Auvergne. »« Où exactement ?» demanda Marcel, notant déjà les informations. « Salers. Elle a laissé l'adresse de sa mère comme référence. » Marcel appela les enfants, qui descendirent en courant, leur sac à dos sur les épaules et les yeux brillants d'anticipation. « Nous partons en voyage, » dit-il. « Un voyage pour aller chercher quelqu'un de très important. » Le voyage jusqu'à Salers dura 13 heures, avec des arrêts pour manger, faire le plein et permettre aux enfants de se reposer. Pendant le trajet, Marcel eut le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il pensa aux paroles de sa mère, aux pressions sociales, au concept d'adéquation qu'il avait laissé déterminer ses choix. Mais il pensa surtout à Rosemary.
à la façon dont elle était arrivée dans leur vie au bon moment, offrant exactement ce dont ils avaient besoin. Une présence constante, un amour inconditionnel, la certitude que quelqu'un resterait même quand les choses deviendraient difficiles. Les enfants dormirent une bonne partie du voyage, épuisés par l'émotion de la journée, mais chaque fois qu'ils se réveillaient, ils demandaient s'ils arrivaient bientôt, s'ils allaient à bientôt revoir Tati Rosemary. Ils arrivèrent à Salaire en fin d'après-midi le samedi. La ville historique, avec ses églises médiévales et ses rues pavées, contrastait de façon spectaculaire avec la métropole qu'ils avaient laissée derrière eux. Marcel suivit l'adresse qu'il avait notée et trouva une maison simple mais bien entretenue dans une rue tranquille du centre historique. Une dame aux cheveux blancs et au sourire accueillant ouvrit la porte. « Bonjour, dit Marcel, nous cherchons Rosemary Fournier. » La dame, qui était de toute évidence la mère de Rosemary, regarda Marcel, puis les 3 enfants qui se cachèrent derrière lui. « Vous êtes la famille de Paris, dit-elle, non pas comme une question mais comme une constatation. Rose m'a beaucoup parlé de vous. »« Où est-elle » demanda Gabriel en faisant un pas en avant. « À l'église, » répondit la dame en montrant le sommet d'une colline où l'on voyait le clocher d'une église. « Elle va toujours à la messe de 18 heures quand elle est triste. » Marcel la remercia et ils se dirigèrent vers l'église. La marche dans les rues pavées fut silencieuse, chacun perdu dans ses propres pensées et attentes. L'église Saint-Matthieu était pleine pour la messe du soir. Marcel et les enfants entrèrent discrètement et cherchèrent Rosemary parmi les fidèles. Gabriel fut le premier à la voir, assise sur l'un des bancs du milieu, la tête baissée en prière. Incapable de se retenir, Gabriel cria « Tati Rosemary !» Le nom résonna dans l'église, faisant se retourner plusieurs personnes. Rosemary leva la tête, confuse, cherchant l'origine de la voix. Quand elle vit Gabriel courir dans l'allée centrale de l'église, suivi de Lucas et Pierre, Rosemary se leva instantanément, les yeux se remplissant de larmes. « Mes garçons !» s'exclama-t-elle, ouvrant les bras pour les accueillir. Les retrouvailles furent intenses, émotionnelles, chargées de soulagement et de joie. Les enfants s'agrippèrent à Rosemary comme s'ils craignaient qu'elle ne puisse disparaître à nouveau. Elle les serra fort, embrassant les cheveux de chacun, murmurant des mots d'amour et de manque. Marcel s'approcha lentement, observant la scène, le cœur serré d'émotion et de regret. « Rosemary », dit-il quand il arriva enfin près d'elle. Elle leva les yeux, toujours enlaçant les enfants, et le regarda avec un mélange de surprise et de prudence. « Marcel », dit-elle simplement. « J'ai commis une erreur, dit-il directement, sans détour. Une terrible erreur. Papa nous a fait partir pour venir te chercher, expliqua Pierre avec l'honnêteté typique des enfants. On a conduit pendant 13 heures, ajouta Lucas. Et je t'ai apporté ça, dit Gabriel, tendant à Rosemary un dessin froissé qu'il avait fait pendant le voyage. C'était un dessin de la famille. Marcel, Gabriel, Lucas, Pierre et, en plein centre, Rosemary. Rosemary regarda le dessin et les larmes coulèrent librement sur son visage. « Rosemary, » dit Marcel, « je ne sais pas exactement ce que tu es pour nous. Si tu es une employée, une membre de la famille, ou un ange gardien. Mais je sais que nous ne sommes pas complets sans toi. » Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour les mots qui devaient être dits. « Je sais que j'ai commis une erreur en laissant mes peurs et les pressions sociales déterminer ma décision. Je sais que je t'ai blessé et, surtout, que j'ai blessé mes fils. Mais si tu nous donnes une seconde chance, je te promets que je ne laisserai plus jamais personne déterminer qui fait ou ne fait pas partie de notre famille. » Rosemary le regarda, puis les enfants, puis de nouveau lui. « Vous étiez la réponse à mes prières, dit-elle. Quand mon monde s'est effondré, Dieu vous a envoyé pour me montrer qu'il y avait encore de l'amour à donner et à recevoir. »« Alors, tu reviens » demanda Pierre, les yeux brillants d'attente. « Je reviens, » dit Rosemary, « mais pas comme une employée, comme un membre de la famille. » Le voyage de retour fut complètement différent de l'aller. Les enfants parlèrent pendant des heures, racontant à Rosemary tout ce qui s'était passé pendant les semaines où elle avait été absente. Ils parlèrent du potager qui avait fané, du cahier de recettes abandonné, de la maison devenue silencieuse et froide. Rosemary écouta tout avec attention, posant des questions, montrant un intérêt sincère pour chaque détail, et elle promit qu'ensemble, ils reconstruiraient tout ce qui avait été perdu.
Quand ils arrivèrent à Paris, le dimanche soir, Hélène les attendait à la maison. Marcel l'avait appelée pendant le voyage, lui expliquant ce qui s'était passé. « Maman, » dit Marcel, avant même de sortir de la voiture, « je veux te présenter officiellement un membre de notre famille, Rosemarie Fournier. » Hélène regarda Rosemarie, puis ses petits-fils qui couraient avec enthousiasme autour d'elle, puis son fils qui semblait plus heureux qu'elle ne l'avait vu depuis des années. « Rosemarie, » dit Hélène en s'approchant lentement, « je voudrais vous présenter mes excuses. » Rosemarie la regarda avec surprise. « J'avais tort, » continua Hélène. « J'étais tellement préoccupée par ce qui était approprié que j'ai oublié ce qui était nécessaire. J'étais tellement concentrée sur la protection de la famille que j'ai failli détruire ce qu'il en restait. » Hélène prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour des mots qui peinaient à sortir. « Vous avez ramené la vie dans cette maison. Vous avez ramené la joie à mes petits-fils. Et j'ai failli tout gâcher par pur préjugé. » Rosemarie s'approcha d'Hélène et, à la surprise de tous, la prit dans ses bras. « Nous commettons tous des erreurs lorsque nous essayons de protéger ceux que nous aimons, » dit Rosemarie gentiment. « L'important est de le reconnaître et de corriger. » Dans les mois qui suivirent, la maison se transforma à nouveau. Mais cette fois, la transformation fut plus profonde, plus consciente. Marcel apprit à équilibrer travail et famille de manière authentique, pas seulement en apparence. Hélène commença à venir plus régulièrement, mais pour participer et soutenir, non pour superviser et contrôler. Le potager fut replanté, plus grand et plus diversifié. Le cahier de recettes fut repris, avec des recettes qui incluaient désormais des plats typiques de l'Auvergne que Rosemarie enseignait. Pierre se remit à dessiner, créant un album de famille qui incluait tous les moments spéciaux qu'ils vivaient ensemble. Rosemarie fit venir ses enfants, Rachel et Jean, pour rencontrer leur nouvelle famille parisienne. Ce fut une rencontre émouvante, pleine d'histoires partagées et de projets pour l'avenir. La veille de Noël de cette année-là, après une journée entière de préparatifs pour le réveillon, des préparatifs qui impliquèrent toute la famille, y compris Hélène, Marcel les réunit tous dans le salon. « J'ai une question importante à poser, » dit-il en regardant directement Rosemarie. Les enfants se turent, percevant la solennité du moment. « Rosemarie, » dit Marcel, « veux-tu rester avec nous pour toujours, officiellement, comme notre famille ?» Rosemarie regarda autour d'elle, dans le salon, voyant les visages impatients des enfants, le sourire encourageant d'Hélène, les yeux pleins d'espoir de Marcel. « Oui, » dit-elle simplement, « je veux rester pour toujours. » Ce qui suivit fut une étreinte collective, des larmes de joie, des projets d'avenir faits simultanément par tous. Cette nuit-là, tandis que les enfants dormaient et qu'Hélène était rentrée chez elle, Marcel et Rosemarie s'assirent sur la terrasse, observant les étoiles dans le ciel d'été. « Merci, » dit Marcel. « Pourquoi ?» demanda Rosemarie. « De ne pas nous avoir abandonnés, d'être revenus même après tout. Ça ?» « Marcel, » dit Rosemarie, « la famille, ce n'est pas une question de sang, de contrat ou de position sociale. C'est choisir de rester. C'est choisir d'aimer chaque jour, même quand c'est difficile. » Elle fit une pause, regardant la maison illuminée où 3 enfants dormaient paisiblement. « Et vous étiez la famille que j'ai choisie, non pas parce que c'était pratique ou facile, mais parce que le véritable amour reconnaît le véritable amour. » Des années plus tard, lorsque Gabriel obtint son baccalauréat, que Lucas découvrit sa vocation pour la gastronomie et que Pierre devint un artiste talentueux, tous attribuèrent une grande partie de ce qu'ils étaient devenus à la présence constante de Rosemarie dans leur vie. Ils apprirent que la famille est un choix quotidien, que l'amour est présence, que certaines personnes arrivent dans notre vie non pas pour combler des vides, mais pour nous apprendre que nous n'avons jamais été vraiment vides, juste en attente du bon moment pour fleurir. Et ainsi, chers auditeurs, se termine l'histoire de Marcel, Gabriel, Lucas, Pierre et Rosemarie, une famille qui n'est pas née du sang, mais de la décision d'aimer et de rester. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans la douleur de la perte ou dans l'espoir d'un nouveau départ, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne. Nous voulons savoir dans les commentaires quel moment de cette histoire vous a le plus touché. Avez-vous déjà vécu l'expérience de trouver une famille
là où vous vous y attendiez le moins? Partagez avec nous, car chaque histoire d'amour et de résilience mérite d'être célébrée. Chaque jour, ici sur la chaîne, nous vous proposons des récits qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'expérience humaine. Des histoires qui nous rappellent que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lumière qui attend pour nous guider vers l'amour. On vous attend pour le prochain épisode, avec une autre histoire qui ira droit au cœur.